Est-ce que vous pouvez me dire 2-3 mots sur votre activité? Eh ben moi je suis ce qu'on appelle une lissière, c'est-à-dire que je crée des tapisseries tissées de haute ou de basse lisse, c'est-à-dire verticale sur un métier vertical ou horizontal. Et j'habite le village de Lys. Je suis la lissière de Lys. Et je vois que vous avez des élèves. Oui, je donne des cours. Ça permet de transmettre un savoir assez rare et puis de pouvoir mettre en valeur ce métier, que ce soit par le biais de formations loisirs ou de temps en temps formation professionnelle. Et puis ça c'est bien, comme je dis, j'ai fait mieux que Tintin, je suis allée de 4 à 84 ans. Vous m'aviez dit la dernière fois que j'étais passé vous voir que vous étiez parmi les dernières personnes à faire ça de façon indépendante. Oh ben on n'est pas bien nombreux. On a un centre de production qui est sur Aubusson, qui revit un petit peu là depuis qu'ils sont classés à l'UNESCO, où il y a quelques ateliers. Il y a la Manufacture nationale des Gobelins. Et puis effectivement, au niveau petit atelier comme le mien, on est fort peu nombreux. En France, bon là il y en a quelques-uns qui recommencent un peu à exister, mais enfin on a été pendant longtemps, pour être sûr d'oublier des personnes, 4 ou 5. Donc ouais, on est des bêtes en voie de disparition. De lissiers ou lissières indépendantes vraiment à en vivre, à mon avis, on a été 2 ou 3 pendant un moment, hein, pas plus. Hein. Okay. Or Aubusson, qui a été dans une périclitation dangereuse à un moment donné, la Manufacture des Gobelins, oui, on était vraiment pas nombreux. Alors vous faites à la fois de la création et je pense de la restauration aussi. Donc je suis d'abord créatrice depuis 87 et restauratrice depuis que je suis arrivée ici, depuis 2003. D'accord. Donc ça fait un petit moment maintenant. J'ai un peu l'impression de faire partie des meubles, des antiquités de la tapisserie. Donc vous travaillez à l'envers. Ouais, on travaille à l'envers, ça permet d'aller plus vite. Et puis on peut faire des choses techniques qu'on ne peut pas faire quand on est à l'envers. Donc la tradition en tapisserie, c'est de travailler à l'envers pour ces raisons-là. Après, vous avez des gens autodidactes qui apprennent à travailler à l'endroit. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire des choses qui sont moches, mais ils vont perdre du temps. Et puis il y a des petites subtilités qu'ils ne pourront pas faire. C'est un petit peu dommage. Après, la haute lisse, moi je travaille en haute ou en basse lisse. La haute lisse, ça permet de travailler des deux côtés du métier quand on veut faire certaines choses un petit peu en relief. Soit on est en train de réaliser une œuvre qu'on a créée et on s'amuse dedans, soit on travaille pour un artiste. Il faut s'imprégner de son univers, rentrer dans son univers graphique et retranscrire ce que lui a voulu retranscrire en tapisserie. Donc, c'est un amusement permanent. Quand je vous ai entendu tout à l'heure dire que vous travaillez pour des créateurs, oui. Ils vous envoient quoi? Un dessin, Ben, ça dépend des rencontres. Ça peut être des photographes, des peintres, des illustrateurs. C'est toutes sortes de graphismes. Enfin, c'est très varié comme. Donc en général, ils ne m'envoient pas. On se rencontre. Une rencontre est nécessaire pour élaborer le projet. Il y a besoin d'une rencontre entre deux individus et deux univers qui vont tous les deux parler de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont à faire. Et donc, pour donner vie à une œuvre commune, l'un de par le graphisme qu'il a fait et moi par la technique que je vais mettre en place. Parce qu'en tapisserie, quand j'interviens pour un artiste, je suis plus artisane qu'artiste dans ce cas-là. Mais c'est une vraie interprétation que je dois noter. C'est pas comme si vous photocopiez un dessin ou vous l'imprimez ou que vous faites une sérigraphie ou un bronze d'une œuvre. Moi, j'ai vraiment une facture, une façon à faire pour donner vie à cette œuvre. Je fais pas juste. Donc il y a vraiment une rencontre de deux individus à faire. Je dis souvent c'est une collaboration. C'est pas
Je suis pas juste artisane pour cet artiste. Il y a vraiment une collaboration et une œuvre commune à mettre en Une autre question, je vois que vous avez des milliers de bobines. Vous arrivez à vous y retrouver? Ouais, j'ai encore 3 fois ça au grenier. Bon, il n'y a pas que ça quand même, j'étais inquiète. Il n'y a même pas que ça en plus. Donc cette tapisserie, elle s'appelle Oxygénation autorisée, avec un O autorisé, parce que je l'ai réalisée quand j'étais encore, quand j'ai démarré mon école. C'était un petit coup de pétarade et d'agacement par rapport à certaines choses. Et en fait, quand j'ai proposé le dessin pour la réaliser en tapisserie, mon prof était content parce qu'au début, il voulait pas me prendre à l'école. Et là, je lui montrais que je pouvais exprimer certaines choses. Et il m'a avoué qu'il voulait pas me prendre en cours, mais que c'était le directeur d'école, Marc Chevalier, qui était l'ancien, la personne qui a découvert Brel, Barbara, Brassens et compagnie, qui avait dit qu'il voulait me prendre à l'école. Et cette tapisserie plaît. Je suis toujours surprise de voir qu'elle plaît toujours et qu'elle perdure dans le temps de par ce que je voulais exprimer dessus. La vocation de cet atelier, c'est quand même de faire des bronzes. C'est pas toujours évident. Mais vous faites aussi des sculptures en fer, je vois, parce que... Oui, aussi, oui. Voilà. Bah ça a été fait. C'est de celle-ci que vous parlez? Oui. Alors ça a été fait avec des femmes qui étaient... on avait fait une action pour des femmes qui étaient atteintes du cancer du sein. Donc on fait la cire. La cire, on va lui créer un réseau d'alimentation. Vous voyez, comme vous pouvez voir ici. Là, tout en haut, c'est ce qu'on appelle le cône de coulée. Ça correspond à ça. D'accord. Vous voyez, qui est lui aussi en cire. Ok. Hein, tout est en cire. Et ensuite, c'est enveloppé. C'est enveloppé avec un produit réfractaire. Tout ce que vous voyez qui va monter vers... Ce qui va monter, ça là, ça monte vers le cône de coulée. Et ça passe en dessous. Ce qui passe en dessous, c'est l'arrivée du métal. D'accord. Et ceux qui passent au-dessus, c'est les gaz. D'accord. Parce que quand on coule quelque chose de chaud, automatiquement ça génère un gaz.
et ce gaz, il faut qu'il puisse s'évader. D'accord, oui. D'accord. Donc voilà le système, ça c'est ce qu'on appelle à cire perdue. Une fois qu'on a fait cette pièce en cire, c'est dommage, j'en ai pas à vous proposer ni à vous montrer. Une fois qu'on a fait, mais bon, ça correspond à ça. Vous voyez? Voilà la cire. Vous voyez? D'accord. Donc la cire, c'est jamais très épais, puisque ça va nous donner l'épaisseur du métal. D'accord. Hein? C'est-à-dire que ce qui est en cire va devenir métal. Ok. Donc il faut quand même calculer l'épaisseur pour pas avoir quelque chose de trop lourd. Il faut que ce soit léger un bronze, sinon il perd tout son. Donc une fois qu'on a fait ça, on lui greffe avec des comment ça s'appelle, des petites tiges, vous voyez. Parce que normalement je les fais là-dedans les tiges. Ça c'est ce qui me sert à faire les tiges. Et ensuite je vais aller greffer tout mon circuit qui va permettre au métal de pouvoir s'écouler aux endroits stratégiques. Hein, c'est quand même, il y a un truc où il faut penser que le métal, faut qu'il arrive ici, faut faire attention parce que Qui chemine. et ben voilà, il chemine et puis le métal, lui, il est chaud. Hein, quand on coule, il est chaud. Donc il faut pas qu'il ait trop d'endroits pour pouvoir tourner dans tous les sens. Il faut qu'il puisse bien s'installer. C'est pour ça qu'il faut, il y a un petit peu de réflexion par rapport à l'intelligence de ces produits-là. Ce produit-là, qui lui, il va envelopper toute ma cire. On va faire cuire. En cuisant, la cire, elle disparaît. C'est pour ça qu'on appelle ça à cire perdue. Ah, d'accord. Donc, on récupère la cire, parce que on a quand même, on va pas l'acheter, hein, on va pas la laisser brûler, donc on récupère la cire, et on a un négatif en creux, D'accord. vous voyez, avec un noyau. Ça, je l'ai gardé, parce qu'il y a eu un souci, mais je l'ai gardé comme ça montre bien. Le noyau, qui permet, si vous voulez, de ne couler que cette petite épaisseur. Il ne faut pas que ce soit complètement plein, sinon ça serait un poids pas possible. Mm. Vous voyez, ça c'est bronze, par exemple. Alors ça c'est des petites figurines. Hein. Le cheval c'est un bronze. Oh, il est beau, hein? Alors attention, c'est lourd. Hein. Oui, c'est lourd, oui. Le bronze c'est lourd. Hein. Parce que là, il est plein, celui-là. Non, non, non. Ah, il est creux? Ah, il est creux, bah dis donc, pourtant ça pèse, hein. C'est toujours creux le Il est bronze. magnifique. Parce que si c'était plein, il y aurait plein de... Vous voyez déjà, ça c'est épais. Quand c'est trop épais, ça charbonne un peu. Ah, ouais. D'accord. Vous voyez? Vous avez ça. Alors ça, en revanche, c'est plein. Mais ça, C'est vide. c'est vide. Ah oui, Vous d'accord. voyez? Ah, ouais. Voilà. Alors, même vide, attention, c'est lourd. Purée, oui. Vous voyez? Ah, c'est C'est incroyable. lourd, hein? Vous voulez peser? Non? Non, Non. Alors, vous voyez, ça c'est mes créations avec ma signature. D'accord. Dans mes créations également, les éléphants. Ouais, ils sont beaux, hein. Ah, ça doit peser 15 tonnes. Bon, bah, allez-y, vous allez voir. Même pas, ouais. Vous voyez? Et c'est creux, hein? Et c'est creux, oui. Très vous beau. coulez à quelle température? 1300 degrés. Ah oui, quand même. Quand je suis à 1300, ça veut dire que ma fusion est faite. Hein, c'est-à-dire que tous les éléments qui forment le bronze, parce que le bronze c'est un alliage, hein, Oui, c'est... donc tous les éléments sont, comment dire, Harmonieusement. voilà. Là c'est bon, on laisse poser. On laisse poser, on va dire, allez, 5 minutes, ça va descendre à 1200. On sort le creuset, avec ce qu'on appelle un berceau, et puis on coule. Ce qui fait que dans le moule, ça va arriver à 1000-1100 degrés. Parce que si ça coule trop fort, trop chaud, ça charbonne, ça fait des petits... parce que trop de chaleur, ça finit par faire des petits... ce qu'on appelle du charbonnage. Donc c'est quand même tout... alors, je dirais c'est un art... au bout d'un moment, on a l'habitude
Donc ça nous cause plus de soucis. Une fois que la cire a été faite, les enveloppes, vous voyez, tout le système il est là. Ah oui, d'accord. Et ensuite ça va dans le four. Ok, Où là je les cuis et là ça devient réfractaire. ok, Donc ça peut recevoir le métal. ok. Donc, oui, le métal qui coule, lui, à 1500. Quand il arrive là, il est à 1100. Il arrive là. Donc ça c'est le four qui a des années et des années. Mais bon, je vais pas en reconstruire un. Il va bien. C'est sûr que si demain il y a un gars ou une nana, hein, peu importe, celui qui reprend, sans doute qu'il changera le four.